Salut Yann. Salut Jean. Ravi de te rencontrer aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ton passé? C'est-à-dire, tu es Baco depuis un certain nombre d'années. Pourquoi as-tu choisi Bois-le-Roi? Écoute, Bois-le-Roi, j'ai découvert quand j'étais étudiant. Quand j'allais faire de la varap à Fontainebleau, en forêt de Fontainebleau, je traversais ce village et j'ai cherché à y habiter depuis. Et en fait, ça s'est concrétisé en 2014. J'ai acheté une maison pour y fonder ma famille. Voilà, j'ai choisi Bois-le-Roi pour son cadre de vie exceptionnel, cadre de endroit protégé, loin du tumulte urbain. Très bien. Alors, une petite question avant de commencer cette interview qui s'inscrit dans le cadre de l'enquête publique sur le PLUI, fameuse enquête publique qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir été bien informé depuis plusieurs mois et pourquoi aujourd'hui faire cette démarche d'interview? Écoute, ça fait maintenant 4-5 ans là, que je vois passer dans ma boîte aux lettres des tracts qui alertent sur la menace de densification de Bois-le-Roi, et j'avais jamais pris le temps de m'y pencher sérieusement. Euh, L'élément déclencheur, c'est le conseil municipal du 19 septembre 2024 auquel j'ai participé et qui est un moment très fort, très chargé d'émotions, une scène saisissante. Et donc depuis, j'ai voulu comprendre pourquoi on pouvait avoir une opposition aussi forte entre une municipalité et ses administrés. Et j'ai voulu comprendre si les 300 BACO qui étaient mobilisés ce soir-là formaient une minorité agissante, d'accord, et ce qu'en pensait la majorité silencieuse. Très bien. Et finalement, au fond de ça, c'est est-ce que tout le monde est bien conscient des enjeux actuels? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui tu prends la parole. C'est ça. Ok Yann, en préambule pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, vous verrez des planches défiler, elles sont très nourrissantes et elles illustrent parfaitement le propos qui sera échangé entre nous. Yann, première question, nous sommes un peu perdus avec tous ces rapports, documents, règlements multiples qu'on nous présente dans le cadre de ce PLUI. Moi, Baco qui n'y connais rien, quel est le principal à regarder? Bah, je te confirme, hein, le PLUI, c'est une mine d'informations, plus de 2000 pages, plus d'une vingtaine de documents. Et en fait, la difficulté, c'est qu'aucun de ces documents ne te restitue une synthèse pour ta commune. Ça demande un gros investissement d'en prendre connaissance et d'en faire une synthèse. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai assimilé cette information pour en restituer une synthèse sous l'angle de la densification pour Bois-le-Roi. Et merci Yann, et ce travail est très précieux, nous allons y entrer. En guise d'introduction, qu'est-ce qui fait l'atout d'un PLUI de manière générale? Ben, PLUI, ça peut être considéré comme un permis de construire par anticipation pour une validité de 15 années. Donc ça définit les règles d'urbanisme et d'aménagement du territoire pour chacune des communes de l'agglomération, et ça traduit le projet politique formé par le projet d'amélioration et de développement durable de la communauté d'agglomération. Donc l'idée, c'est ce projet, normalement, il est positif. Il s'agit d'un objectif de croissance mesurée de la population, d'un bien-être des habitants. Est-ce que tu as sincèrement le sentiment que c'est le cas ici pour nous? Bah, je confirme, hein, l'axe 3 de ce projet, de ce PADD là, c'est effectivement ce que tu viens de citer, croissance mesurée de la population et bien-être de ses habitants. Et en fait, on va comprendre que cet objectif n'est pas réalisable pour Bois-le-Roi. Très bien. Merci Yann. Pourquoi es-tu inquiet concernant le PLUI qui s'applique à Bois-le-Roi? Mais écoute, en fait, quand tu prends connaissance de cette documentation, tu réalises que le PLUI est la résultante de textes cadrans et supérieurs qui s'imposent à nous. Alors, ces textes, c'est quoi? C'est d'une part la loi SRU, qui est dans le plus haut de la hiérarchie de ces textes cadrans, et qui
à un horizon 20 ans, va conduire à la croissance de la population et de logements de plus de 40% à Bois-le-Roi. Alors, c'est pas comme ça que la loi est formulée, mais c'est sa conséquence et on va développer ce point-là. Alors que la région Île-de-France, indépendamment de cette loi, la région Île-de-France, elle, prescrit une croissance de 15% à l'horizon 2040. Et enfin, on a le programme local habitat, qui est un texte de logement à l'initiative de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau, qui elle nous dit qu'il faut construire 220 logements sociaux d'ici 2030 à Bois-le-Roi, soit plus 10% de croissance. Donc on voit que on a des textes qui nous disent à Bois-le-Roi, il faut croître en population et en logement. Et c'est intéressant de mettre ça en perspective de la démographie de l'Île-de-France. Hein, quand on va chercher les données INSEE, il y a une modélisation qui existe, qui date de 2022, donc c'est pas vieux, et qui nous dit qu'en hypothèse haute, au maximum, hein, d'accord, la population francilienne va croître de 7% d'ici 20 ans. D'accord? Donc d'un côté, on a une démographie francilienne qui ne dépassera pas plus 7% d'ici 20 ans, et on a des textes qui organisent une densification à Bois-le-Roi de plus de 40%. Voilà. Donc, dit autrement, on organise le fait que Bois-le-Roi devienne un futur spot de concentration de la population francilienne. En langage administratif, on appelle ça une polarité. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On parle de quoi lorsqu'on parle de densification pour notre village de Bois-le-Roi? Concrètement, on peut synthétiser en 3 points majeurs. Le premier, c'est la création d'un cœur de ville en secteur gare, qui se concrétise par deux OAP, donc une OAP au nord de la gare, qui empiète sur le bois de la Source. C'est une zone naturelle dans laquelle on parle de mettre en place des équipements collectifs, des logements, des commerces. Ensuite, une OAP sur la place du marché, qui concerne la place du marché, pour y construire des immeubles R plus 1 plus comble, commerce au rez-de-chaussée, logements sociaux à l'étage. Voilà, donc densification du secteur gare, création d'un cœur de ville en secteur gare. Premier point. Deuxième point, c'est la création de logements collectifs sociaux, une soixantaine, dans le secteur de la Fosselle. Donc une concentration de logements sociaux à cet endroit, avec des immeubles R plus 2 plus comble. Okay. Ensuite, le troisième point, c'est de construire de manière diffuse sur le territoire de la commune des logements collectifs, sociaux à 80%, au travers de 2 points. Le premier, ce sont les secteurs de mixité sociale qui imposent la construction d'immeubles collectifs sociaux, d'accord, sur des terrains privés appartenant à des bacos, qu'il impose à première opportunité de préemption. Le deuxième point, et ça concerne tout le monde, pas que les gens qui sont sur les terrains soumis à secteur de mixité sociale, il y a une servitude de mixité sociale qui concerne tous les bacos, tous les habitants. C'est l'article 3.4 qui précise que tout projet immobilier collectif sera un immeuble avec des logements sociaux. Ça veut dire que ton voisin demain, il vend, la mairie préempte, remplace la maison par un immeuble, il fait des logements sociaux. Ça concerne tout le monde. Très bien. Yann, il y a un lien que tu fais très bien entre la loi SRU et le PLUI. Est-ce que tu peux nous expliciter la nature de ce lien? Oui, la loi SRU, qui veut dire solidarité et renouvellement urbain, elle impose un quota de 25% de logements sociaux, alors que nous n'en comptons aujourd'hui que 2%. Et donc pour combler ce déficit, ça veut dire concrètement créer à minima 750 logements supplémentaires. Et
Et pour ce faire, le PLUI introduit des limites de constructibilité qui permettent cette construction euh, au travers de secteurs à mixité sociale, au travers de zones dans lesquelles nous construirons des immeubles collectifs R+1+2. Voilà. Donc c'est tout ce que tu as vu dans la cartographie graphique là, du PLUI et la traduction finalement de dispositifs découlant de la loi SRU, dont la servitude de mixité sociale. Très bien. Donc, je rappelle, c'est ce que tu disais précédemment, nous sommes absolument tous concernés par cette zone de mixité sociale. Oui, servitude de mixité sociale, tout le monde est concerné. Ton voisin vend sa maison, eh bien, la mairie pourra préempter pour construire un immeuble collectif pour y accueillir des logements sociaux. Donc, on part d'un constat, nous sommes actuellement en retard pour appliquer cette loi SRU. Nous sommes bien obligés de rattraper ce retard si on ne veut pas subir des conséquences négatives. Quand on parle de conséquences négatives, on parle de quoi? Alors, il faut savoir que le préfet te fixe un objectif à 3 ans pour construire des logements sociaux ou pour les créer. Typiquement, aujourd'hui, Bois-le-Roi, sur la période 2023-2025, a un objectif de 86 logements sociaux à créer. En fin d'année, en fin de cette période de 3 ans, le préfet fait un bilan et constate ou non la réalisation de cet objectif. Si l'objectif n'est pas tenu, tu peux te voir infliger une amende. Euh, le montant de cette amende, la municipalité avait communiqué dans son BLR Magazine là, de juin 2023, elle l'estimait à 140 000 euros. Il faut savoir que cette amende, elle peut être majorée 5 fois, d'un montant de 5 fois supérieur, fonction de la bonne volonté qu'on y met à se conformer à cette loi SRU. Donc ça, la première conséquence, c'est la pénalité financière. Mais quand on n'avance pas assez vite, alors le préfet peut réaliser un décret de carence. Il peut arrêter un décret de carence qui fait que le droit de préemption urbain est transféré au préfet et donc il va le déléguer à un établissement public foncier pour construire de manière coercitive des logements sur notre territoire. Ça, c'est la conséquence ultime. Quand tu dis coercitif, c'est-à-dire que moi, Bako, je perds la main. C'est ça, tu n'as pas. En fait, ce n'est plus la mairie ce n'est plus la mairie qui décide, c'est le préfet qui fait son affaire de construire sur le territoire au travers de l'établissement public foncier. Alors, quelles sont les solutions pour rattraper ce retard? Y en a-t-il? Écoute, il n'y a pas d'autre solution que la densification. Donc, si on veut se conformer à la loi SRU, il faut densifier Bois-le-Roi. Yann, finalement, cette densification telle que tu nous la présentes, elle semble inéluctable, mais peut-être quand même existerait-il des solutions alternatives? Alors, dans les solutions alternatives, on peut se poser la question de savoir si, au lieu de construire, est-ce qu'on pourrait, par exemple, convertir le bâti existant? Bâti existant à convertir, c'est soit des logements vacants, des résidences secondaires que la commune achèterait pour y convertir pour en faire des logements sociaux. Hein. Tu prends une maison, tu la transformes et tu fais trois appartements, voilà. Ou alors acheter une maison, une résidence principale préemptée et y construire des logements sociaux. Donc dans ces scénarios qui consistent à convertir euh, le bâti existant en logement social, eh ben la résultante, c'est quand même de créer plus de logements et donc d'accueillir plus d'habitants. Et donc ça mène à une croissance qui va bien au-delà de la prescription de la région Île-de-France, qui est 15% à l'horizon 2040. Combien de temps, si on veut se conformer à l'objectif des 25%, pour cette densification qui semble être l'horizon de Bois-le-Roi? Eh bien, écoute, la loi, elle donne le rythme, hein, elle impose un rythme de rattrapage, hein, qui est la vitesse de croisière, c'est qu'il faut rattraper 30% du déficit calculé en début de période. Et ça, quand tu t'appliques cette formule-là, eh ben, il faudra 20 ans
à Bois-le-Roi pour se conformer à l'objectif des 25%. Mais la loi, elle doit bien prévoir des critères d'exemption. Euh, voilà, à titre personnel, je ne suis pas très favorable à cette densification dans cette merveilleuse commune que j'habite. Est-ce qu'il existe des critères d'exemption? Alors, je confirme qu'il existe des critères d'exemption qui sont très précis et très cadrés à l'intérieur de cette loi et que Bois-le-Roi ne répond pas à ces critères d'exemption. Voilà. Donc nous ne pouvons pas être exemptés de cette loi en l'état. Certains parlent aussi d'une possibilité de conclure un contrat de mixité sociale qui permettrait d'amoindrir peut-être le désagrément. Alors effectivement, le contrat de mixité sociale, ça permet quelque part de préciser les moyens pour construire des logements sociaux. Voilà, donc ça engage un dialogue entre la préfecture et la commune et la communauté d'agglomération pour dire à quelle vitesse on y va et comment on y va. En aucun cas, il est possible, à l'intérieur de ce contrat de mixité sociale, de déroger à l'objectif des 25%. Ça, c'est pas négociable. D'accord? Donc ça permet juste d'ajuster une trajectoire dans certaines limites, mais en aucun cas de remettre en cause l'objectif des 25%. Alors cette perspective sombre que tu nous décris là, il y en a qui parlent de chiffon rouge, il ne faut pas avoir peur, ça ne se fera jamais. Le coût du foncier est beaucoup trop élevé à Bois-le-Roi, donc finalement cette densification n'aura jamais lieu. Qu'en penses-tu? Ben j'en pense que le déni de réalité est un réflexe de défense propre à la nature humaine. Ouais. Premier point, moi ce que j'entends, c'est mais le foncier n'est pas disponible à Bois-le-Roi. Ben, en fait, il suffit de remplacer une maison par un immeuble et tu réalises qu'en fait, le foncier est disponible. Il n'y a qu'à voir le 23 rue des Cessois, c'est sous nos yeux, une charmante maison, euh, vacante pour le coup, où là on ne transforme pas la maison pour faire des logements sociaux, on enlève la maison et on met un immeuble de 11 logements. Donc tu comprends bien que le logement, il y a l'argument de la disponibilité du foncier n'est pas un bon argument. Deuxième point, c'est le coût du foncier. Ok, le coût du foncier est cher, mais l'État prend en compte cette surcote du foncier et donne une subvention aux promoteurs immobiliers pour gommer cette surcote. Enfin, l'État, il octroie des prêts sur une durée de 40 ans à des taux imbattables, 1%, ce qui rend l'opération financièrement, l'équation économique financièrement positive et donc rentable pour le promoteur immobilier. Enfin, j'ajoute que le bailleur social, qui est donc propriétaire des immeubles, lui est exempté de la taxe foncière. Donc, ce qui rend l'opération pour le bailleur social d'autant plus rentable. Et pour la commune, c'est perdant, puisqu'on augmente la population de la commune sans augmenter les ressources de la commune au travers de la taxe foncière. Voilà. Donc, c'est pas une bonne opération pour la commune, mais c'est réalisable d'un point de vue financier par les promoteurs. Alors on pourrait te rétorquer que il y a d'autres communes qui sont soumises à la loi SRU qui restent dans un état de carence et qui payent une amende. On a par exemple la commune de Neuilly-sur-Seine. Pourquoi pas finalement à Bois-le-Roi? Alors, effectivement, on entend parler de Neuilly-sur-Seine. Ouais, gardons en tête que les dignitaires du pouvoir vivent à Neuilly-sur-Seine et ils ne vivent pas à Bois-le-Roi. Donc, on ne peut pas citer Neuilly comme étant, comme pouvant être un exemple pour nous. Voilà. Ok. Après, d'autres avancent l'argument que bah, la loi changera, les lois se font, se défont. Voilà, peut-être que demain, cette loi SRU disparaît, Bois-le-Roi devient tranquille. Bah écoute, la loi SRU, elle existe depuis l'an 2000. Ça fait 25 ans qu'elle existe. Elle a traversé toutes les alternances politiques de droite et de gauche et elle a survécu. Pourquoi? Parce que la loi SRU est un vecteur de
prospérité pour le secteur de l'immobilier. Et comme tu sais, Jean, quand l'immobilier va, tout va. Bon, Yann, c'est pas très optimiste tout ça, mais merci d'être bien concret. Euh, Après, il y a un sujet qui a été très peu abordé et qui semble pourtant pouvoir répondre aux différents problèmes que tu évoques. Il existe une possibilité bien réelle et bien concrète pour éviter de devoir saccager Bois-le-Roi et préserver la qualité de vie que nous avons la chance dont nous avons la chance de bénéficier. Est-ce que tu peux nous parler de cette alternative? Ben écoute, en fait, Jean, il faut revenir aux sources. Pourquoi sommes-nous soumis à la loi SRU? On est soumis à la loi SRU du fait d'avoir rejoint la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau, et ça s'est fait en 2017. Alors un petit retour en arrière, dans quelle situation étions-nous en 2017? En 2017, on appartenait à une communauté de communes qui s'appelait Pays de Seine, tu vois, sur la partie supérieure droite. On est avec Chartrette, Fontaine-le-Port, on formait la communauté des Pays de Seine. Fontainebleau, elle, formait la communauté de communes du Pays de Fontainebleau avec Avon, Reclose et Bourg-en-Marlotte et Samois-sur-Seine. Okay. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sous François Hollande, il y a eu la loi NOTRe qui a imposé aux communautés de communes de moins de 15 000 habitants de se regrouper pour former donc une taille critique de 15 000 habitants. Et donc, il y a eu un chamboule-tout qui a dû s'opérer avant le 1er janvier 2017, date d'effectivité de cette loi, qui a fait que les communautés de communes que tu vois à l'écran ont été refondues en une seule communauté et qui est devenue une communauté d'agglomération. Ok, donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est l'évolution après 2017. C'est ça, c'est la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau, dans laquelle se trouve maintenant Bois-le-Roi, regroupée avec les ex-communes du pays de Bière là, et du pays du Gâtinais. Et on forme collectivement une communauté d'agglomération avec 26 communes et 70 000 habitants. Voilà le résultat. Et du coup, le fait d'appartenir à cette communauté d'agglomération nous soumet de facto à la loi SRU. Alors pour être un peu technique, il y a un deuxième critère qui fait que la ville principale de cet agglo doit franchir le seuil des 15 000 habitants. Il faut que cette condition soit réalisée pour être soumis à la loi SRU. Et cette condition s'est réalisée en 2021, lors du recensement 2021. Donc c'est officiellement depuis 2021 que Bois-le-Roi est devenu une commune SRU. Alors, ce qui m'a vivement interpellé, parce que je n'avais pas conscience en fait de cette possibilité légale, puisque on a déjà beaucoup de, de communes qui ont déjà effectué qui ont bénéficié en fait de cette loi. Euh, on peut changer d'intercommunalité. Est-ce que tu peux nous parler de communes qui ont déjà vécu des choses de ce type et pourquoi ce qu'on voit à l'écran là, pourquoi ça pourrait être une idée d'évolution pour Bois-le-Roi? Absolument, on peut citer des exemples très proches de chez nous. Samois-sur-Seine, qui, euh, qui était regroupé avec nous dans la communauté des pays de Seine, a décidé de rejoindre la communauté du pays de Fontainebleau en 2013. Donc voilà, Samois-sur-Seine, on a un exemple très concret qui a changé d'intercommunalité en 2013. Plus récemment, au moment du regroupement, Fontaine-le-Port a fait le choix de rejoindre la communauté de communes de Brie des Rivières et Châteaux, que tu vois en bleu là sur la carte. Voilà, donc changer de communauté de communes ou d'intercommunalité, c'est administrativement possible. Et ça permettrait à Bois-le-Roi de sortir du champ d'application de la loi SRU. Alors, attention, c'est un processus qui est complexe, qui demande un consensus avec les communes avoisinantes.
qui implique l'assentiment du préfet et qui est réalisable avec la légitimité du peuple. D'accord? Le peuple est souverain. Il faut aussi de la volonté politique de la municipalité et il faut un art de négocier pour que tout le monde y trouve son compte. Mais c'est irréalisable. Donc demain, ça pourrait être envisageable de demander leur avis au BACO, parce que finalement, euh, moi je t'avoue que je n'étais absolument pas au courant en 2017, lorsque les choses se sont présentées. Enfin, je ne sais pas si toi tu as vécu les choses de la même façon, mais j'avoue aujourd'hui être un peu mis devant le fait accompli. Ben, je te confirme que j'habitais Bois-le-Roi en 2017, que j'ai vu passer ces tracts qui parlaient de ce changement de communauté de communes pour passer à une communauté d'agglomération, mais que jamais l'enjeu a été posé sur la table d'être soumis à cette loi SRU, que cette décision structurante pour l'avenir de Bois-le-Roi n'a fait l'objet d'aucune concertation publique, d'aucune enquête publique, d'aucun référendum local, et que c'est en 2021 que quelque part on en prend conscience et qu'on en maintenant débat au travers de ces tracts d'alerte. Okay. Donc moi je dirais que cette loi SRU, elle a été introduite en catimini dans notre commune. Merci. Très bien pour cette présentation, mais on pourrait te rétorquer que la communauté d'agglomération apporte des éléments positifs pour notre commune. Donc finalement, quels sont les éléments positifs qu'on perdrait si on quitte cette communauté d'agglomération? En fait, Jean, je suis ennuyé parce que j'ai beau chercher et j'ai pas trouvé. Pour l'anecdote, euh, j'avais besoin de renouveler ma carte nationale d'identité. Je me suis donc présenté à la mairie de Bois-le-Roi et on m'a expliqué qu'il fallait que j'aille faire cela à la mairie d'Avon. Voilà, ce n'est plus la compétence de Bois-le-Roi de renouveler les cartes d'identité. Bien écoute, cela illustre que la CAPF, c'est une superstructure qui dépossède notre commune de ses compétences et qui éloigne la décision de ses habitants. Pour info, l'effectif de l'agglomération a augmenté de 30% en 2 ans. Alors que l'effectif de la commune, lui, n'a pas réduit. Tu vois bien que les coûts de fonctionnement de cet environnement communal et intercommunal vont augmenter aux frais des habitants. Donc moi j'ai envie de rappeler hein, une évidence, c'est que quitter la communauté d'agglomération, ça ne va pas nous éloigner d'1 centimètre de Fontainebleau. Euh, les transports en commun continueront de fonctionner comme ils l'ont toujours fait avant même la formation de cette agglomération. Je rappelle que c'est la compétence d'Île-de-France Mobilité. Euh, L'accès au lycée et le transport scolaire vers les lycées restera opérationnel puisque c'est la compétence de la région. Euh, donc je ne vois pas d'aspect positif dont on se priverait. Faut quand même citer que sur notre territoire, il existe un équipement communautaire, le stade de Foucherolles, et que donc si on quitte l'agglomération, il faudra qu'on réintègre cet actif dans l'actif de la commune. Voilà, ce qu'on peut également citer, c'est que le ticket d'entrée à la piscine de la Faisanderie Fontainebleau risquera d'être plus cher puisque c'est également un équipement communautaire et que si on en sort, bah, on n'aura pas forcément le même tarif, mais ça devrait pouvoir se compenser. Alors, quand on entend tout ça, on pourrait quand même suspecter un désir c'est un mot un peu à la mode, de gentrification, c'est-à-dire un peu un esprit d'entre-soi, à Bois-le-Roi, on est bien chez nous, voilà. Finalement, est-ce que tu es opposé à toute forme de mixité sociale? Le sujet, c'est pas d'être contre la mixité sociale, bien sûr, mais de préserver l'environnement, la qualité de vie, l'immense richesse que notre commune offre à ses habitants. Euh, on a besoin de logements sociaux pour héberger les gens qui y travaillent et qui participent à l'économie de notre commune. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Le problème que l'on a, c'est que la loi SRU, elle impose un quantitatif absurde.
au regard des besoins et des conséquences pour notre commune. Oui, en fait, quand tu parles de, de richesse pour notre commune, pour ses habitants, tu m'évoquais aussi l'autre jour que d'autres personnes viennent profiter aussi de notre commune à la base de loisirs. Donc finalement, bouleverser l'équilibre de l'urbanisme ici à Bois-le-Roi, c'est priver bien sûr ses habitants, mais aussi plus largement de nombreuses personnes qui viennent se ressourcer ici. Je te rejoins là-dessus. Donc avant de passer à la conclusion de notre entretien, qui touche à son terme, est-ce que tu peux nous citer quelques communes qui ont vu s'effondrer toutes leurs qualités propres et qui aujourd'hui s'en mordent les doigts? Mais écoute, à titre personnel, dans ma vie, moi j'ai connu Ozoir-la-Ferrière, Ponto-Combo. Quand j'étais jeune, j'y ai grandi. Eh ben voilà, c'est plus du tout les villes que j'ai connues quand j'étais petit. Maintenant, elles sont bétonnées à l'outrance. Euh, Ponthierry est un cas plus récent pour moi. J'y habitais avant de venir à Bois-le-Roi. Bon, faut aller voir tous ces immeubles qui ont poussé. Voilà des exemples très précis qui nous entourent. Alors, en conclusion, euh, qu'est-ce que tu aimerais dire? Bah, écoute, moi, Jean, moi, ce qui me travaille, hein, je vais te dire, c'est que moi, je me sens floué par cette enquête publique. On ne nous pose pas la bonne question. C'est pas le PLUI qui réglera le problème de l'identification, celui-ci ou un autre. Le sujet, c'est la loi SRU qui nous impose cette densification. Si on veut que notre ville, Bois-le-Roi, reste un village, le vrai sujet est de sortir du champ d'application de la loi SRU. Ce qui veut dire sortir de la communauté d'agglomération. Rappelons que la décision de rejoindre la CAPF en 2017 n'a fait l'objet d'aucune consultation. En démocratie, c'est le peuple qui est souverain, et c'est le boulot des élus et le rôle de l'État de régler les problèmes de leurs administrés. Encore faut-il que les citoyens expriment le problème à résoudre. Il faut donc saisir l'enquête publique pour passer un message très clair aux politiques, aux préfets, à la communauté d'agglomération, en demandant la tenue d'un référendum local qui permette aux habitants de se positionner en conscience sur leur souhait d'appartenance à la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau, qui les place sous le champ d'application de la CRU. Et en ce faisant, on remédiera au défaut de consultation de la population en 2017. Qui ne dit mot consent, j'invite donc les BACO à contribuer massivement à l'enquête publique. Un grand merci pour ces explications. Nous espérons qu'elles auront été profitables pour chacun d'entre vous. Donc oui, j'espère que ça aura été profitable pour chacun d'entre vous de bien comprendre les enjeux qui découlent de cette enquête publique qui est à saisir, cette opportunité pour dénoncer ce simulacre de consultation dont les BACO ont fait l'objet depuis 2017. Il y a plusieurs possibilités pour approfondir. Et un site a été créé dont vous trouvez l'adresse là, ci-jointe info.pluiblr.fr. Je vous encourage vivement à aller sur ce site qui réunit énormément de contributions de différentes associations BACOT de toute sensibilité et qui vous aideront, nous l'espérons, à approfondir le sujet. Autre chose te concernant plus particulièrement, Yann, tu m'as fait part l'autre jour de l'existence d'un groupe qui s'appelle lesbaco.org, qui ont un site internet. Également, je vous invite à le consulter. Il y a un groupe de discussion qui s'intitule Cadre de vie et urbanisme, sur lequel il peut y avoir des vraies discussions, un débat sur finalement ce que tu nous as présenté, Yann, et qui dit débat dit échange constructif et avancé pour le bien-être de l'ensemble des BACO. Voilà, je vous remercie pour cette écoute et sauvons notre village.